Reconnaître et comprendre les violences au sein du couple, c'est dans Poussière, un podcast de Violence que faire. Elles ne laissent pas de marque sur le corps, elles sont subtiles et difficiles à identifier et pourtant, leurs conséquences sont bien réelles. La violence psychologique ou économique, qu'est-ce que c'est ? En quoi sont-elles différentes d'un conflit ordinaire ? Comment s'installent-elles ? Quelles en sont les conséquences et comment s'en sortir ? Dans cet épisode, nous alternons entre expertise théorique et bribes de vie, entre le Dr Escar, médecin adjoint responsable de l'UIMPV au sein des HUG à Genève, et 8 femmes anciennement victimes de violences dans leur couple qui ont accepté de partager anonymement leur vécu avec Violence que faire. À la demande de certaines d'entre elles, la voix a été modifiée afin de préserver leur anonymat. Donc la violence psychologique, c'est une forme distincte de violence. On les définit plutôt comme des attitudes ou des comportements hostiles ou rejetants qui peuvent prendre la forme soit d'abus, soit de négligence. Elles peuvent être actives ou passives. Voilà, donc il y a énormément d'exemples possibles. Donc ça peut aller des menaces, par exemple, des insultes, des humiliations, des pressions, des dénigrements répétés, une dévalorisation incessante du chantage, des ordres. Il y a des possibilités aussi de harcèlement, de pousser l'autre à bout, surveiller sa conjointe. Donc ça, c'est plutôt le côté très actif, mais ça peut être aussi des violences beaucoup plus passives, avec de l'indifférence, le fait de nier aussi l'existence ou les opinions de l'autre. Au départ, ça va être une petite remarque. On n'est pas à la hauteur d'eux, on n'est pas capable d'eux, on n'est pas suffisamment bien habillé, on n'est pas suffisamment bien maquillé, on n'est pas, voilà, on ne peut pas s'exprimer parce qu'on ne sait pas. Voilà, c'est une petite machine qui se met en route petit à petit. Et après, quand on est dedans, on doute de soi-même. Et là, c'est beaucoup trop tard. En fait, le résumé, c'est que j'essayais systématiquement d'atteindre la barre qu'il mettait, mais quand je l'atteignais, il la remontait. Chaque semaine, en fait, j'ai vu que quelque chose s'empirait. Ouais, c'est vraiment, il poussait certaines limites que personnellement, je ne penserais pas que quelqu'un ferait. Au début, ça avait commencé par des blagues. C'est même pas vraiment des blagues, c'est vraiment de mauvais goût. Où il disait, par exemple, que s'il me verrait avec un autre homme, qu'il me violerait et il me pendrait sur le balcon nu en gravant un truc sur mon corps. Ou en fait, quand je dis ça s'empire chaque semaine, par exemple, les messages à 3h du matin, prends une photo pour prouver que t'es dans ton lit. J'ai un album rempli de ma jambe à plusieurs endroits chez moi parce que je devais prouver que j'étais chez moi. Donc c'est vraiment contrôle absolu de tout. Et en plus, il a décidé de prendre le contrôle total de ce que je mangeais. Donc c'est passé de je suis végane à je suis forcée à manger de la viande. Il a fallu que pendant 20 minutes je regarde pas le Natel pour qu'une personne de la bande me dise « mais j'ai ton numéro fixe qui m'appelle ». Et je disais « mais pourquoi mon chez moi t'appellerait ?» Et en fait, c'était lui qui appelait depuis chez moi parce que vu que je répondais pas sur mon Natel, il avait ouvert mon Mac, pris mes contacts et il a appelé tous les gens de ma classe pour savoir où est-ce que j'étais. Donc la violence économique, c'est peut-être plus clair au niveau de la définition. Donc c'est plus une restriction de l'accès au niveau financier, dans le but de contrôler l'autre aussi, de l'empêcher de pouvoir être autonome et indépendant. Son conjoint pouvant l'empêcher de travailler ou faisant tout pour saboter son travail. À un moment, j'avais repris contrôle de ma vie professionnelle, donc j'avais un apprentissage où j'avais postulé, j'avais fait les journées d'essai, il me restait plus que à voir les grands patrons, puis c'était bon. Et le jour du rendez-vous du grand patron, il m'a interdit d'y aller. Donc voilà, j'ai pas pu commencer l'apprentissage. Donc les violences psychologiques interviennent en général dans des relations très asymétriques de pouvoir et de domination. Et c'est vrai que l'intention plus ou moins consciente de l'auteur de ces violences psychologiques, c'est souvent de dénigrer l'autre, de l'humilier, de le commander. L'autre, finalement, est utilisé un peu comme un objet. Et c'est ce qui permet de différencier d'une relation beaucoup plus respectueuse, comme on peut avoir quand même dans un conflit, par exemple, où il y a quand même une certaine égalité, un échange de points de vue, d'idées, même si les idées sont différentes, et voire opposées. Ouais, il m'a fait me tendre les cheveux à plusieurs reprises, me percer. En fait, finalement, c'est ça. C'est que vu que t'es tout le temps trop moche, trop grosse, tes cheveux, ils sont machin, tes trucs, quand il te dit
tu serais vraiment très belle si tu te teignais les cheveux en brun, ou ça tirait tellement bien à la personne côté de ton, tu te dis, mais en fait, faut que je le fasse pour lui, il faut que je lui plaise. C'était toujours un peu à double tranchant, c'est parce que fallait que je sois belle, mais fallait que je sois belle avec lui, parce qu'il fallait pas non plus trop que je sois belle quand lui, il était pas là. Et qui me trouvait trop grosse, hein. Il me foutait la pression en me disant ouais mais tu vas pas maigrir. Alors au début que je l'ai rencontré j'étais blonde et puis après il me disait non mais moi j'aime pas les blondes, je préfère les brunes, alors je m'étais teint en brune. Sale chienne, sale pute, grosse connasse, de toute façon tu vas finir comme ça, sans moi t'es rien, tu vas voir, je vais te briser. Mais il a vu que j'étais dans son bureau et le voilà qui surgit et je le vois arriver derrière cette vitre. Il avait des yeux, mais il m'a fait peur. Il m'a fait réellement peur. C'était pas une histoire d'imagination. Je l'ai vu et s'il avait pu me tuer, il m'aurait tué. C'est vrai qu'il y a souvent plusieurs phases qui sont décrites, hein. Alors avant l'union ou au début de l'union, il y a souvent une phase de séduction finalement, et c'est souvent des hommes notamment qui sont assez brillants et puis appréciés aussi en public, en société, intelligents, etc. Mais au fur et à mesure de la relation, l'emprise va pouvoir se développer avec différents mécanismes justement de dévalorisation, de surveillance et puis de dénigrement des victimes. Dès le mariage, par exemple, ou les fiançailles, certaines victimes nous disent que tout allait bien avant, et puis dès le soir même ou le lendemain, par exemple, monsieur peut montrer une autre facette de lui qu'il avait bien cachée avant. Donc il y a des possibilités, comme pour la violence physique, de cycle. Il peut y avoir des phases un peu de lune de miel. C'est vrai que dans certains couples, les violences psychologiques vont aller crescendo, éventuellement ensuite après être aggravées par d'autres types de violences, notamment des violences physiques, des violences sexuelles, des violences économiques. Parce que forcément que c'est un personnage publiquement adoré, respecté, écouté. Et voilà, moi j'entendais mais t'as tellement de chance de l'avoir. Mais tout se passe dans une sphère extrêmement privée. Ça a été extrêmement rapide. Il a très vite tourné, il a fait preuve d'énormément d'insultes. Et puis on s'est séparés 7 semaines, la première année de mariage. La période de vie chaud-froid, c'est-à-dire qu'il pouvait être très méprisant avec les mots. Mais quand il sentait que je commençais à ne plus être d'accord, paf, ça repartait et il redevenait le prince charmant. Et en fait, ce qui est très compliqué dans cette histoire, c'est qu'on ne sait plus ce qui se passe, on ne comprend plus. Une fois, il m'a plaqué contre le mur, il a tapé contre le mur à côté de moi, ce qui a fait un trou dans le mur qui était là pendant tellement longtemps. Et à chaque fois que je passais à côté, je pouvais que me rappeler. En fait, ça, c'est la marque qui me rappelle que moi, en fait, je suis une petite merde. Et que si un jour il a envie, en fait, il me met par terre. Et que c'est fini. Donc selon les études, les facteurs de risque par rapport aux violences psychologiques sont un petit peu identiques aux autres types de violences. Le fait, par exemple, de consommer des toxiques, de l'alcool, peut augmenter le fait d'être victime de violences psychologiques, mais aussi d'être auteur. Ensuite, dans les événements de vie, c'est vrai que c'est les stress par rapport à l'arrivée d'un enfant. Donc on sait que pendant la grossesse, il y a aussi beaucoup de violences conjugales qui se déclarent. S'il y a des difficultés aussi économiques, il y aura plus de probabilités de violences psychologiques, mais aussi bien sûr de violences économiques sur les victimes. Si l'auteur de ces violences répond à un schéma patriarcal également, et puis que la loi ne punit pas les violences psychologiques, ce qui est le cas en grande partie en Suisse. Un mois avant la fin du sursis, il a commencé de nouveau à m'interdire, à me parler mal, à prendre 1 ou 2 grammes, voire plus, de cocaïne par jour. C'était tout moi qui payais, bien évidemment. Parce que j'avais pas le choix. Enfin, encore une fois, quand je recevais mon argent de l'hospice, je devais aller très vite retirer l'argent pour payer les factures, pour faire quelques courses. Et après, il me prenait tout le reste de l'argent que j'avais. Le fait que la victime ne parte pas peut avoir plusieurs explications. Donc ça peut être en lien notamment avec une dépendance affective, une dépendance économique, une dépendance par rapport, par exemple, au permis de séjour. Ça peut être aussi le fait que cette victime a déjà subi beaucoup de maltraitance dans le passé, puis elle pense que c'est tout à fait normal ce qui lui arrive, de vivre à nouveau des violences.
Quelquefois, des victimes aussi ont l'espoir de réparer finalement leur partenaire, le soigner. Elles n'y arrivent pas. Elles ont toujours espoir que l'auteur va changer. D'ailleurs, il fait souvent des promesses dans les périodes de lune de miel. Et malheureusement, voilà, il n'y a pas cette possibilité. Quand je me suis levée, je me suis dit, là, si j'accepte, là, si je continue, en fait, j'arrive à un point de non-retour. Et puis, j'ai décidé de continuer. Et en fait, ma vision, elle était injustifiée et j'avais l'impression que tout ce qui était beau, en fait, valait plus que la tonne de choses malsaines qu'il y avait à côté. Comme si, en fait, moi, je devais faire la balance. Parce que tu sais, en fait, il me le disait souvent. Peut-être, tu sais, quand je suis avec toi, je me sens apaisée. J'ai l'impression de réussir à mieux me contrôler. Alors qu'en fait, c'était pas à moi de faire ça. C'était à lui de réussir tout seul. Mais toi, en fait, il t'engraine là-dedans. Il te donne ce rôle où tu te dis, oui, en fait, moi, je suis là pour le sauver. Et pour que lui, il aille mieux. Et que ce soit une meilleure personne. Donc, t'es persuadé que tu vas y arriver. Et tu fais tout en sorte pour que lui, il aille bien. Et jamais que toi, tu ailles bien. Vu que lui, il choisissait même comment moi, je devais m'habiller en soirée, même quand il n'était pas en Suisse, ben moi, je faisais plus mes propres choix. Donc, en fait, ça te fait presque peur de le quitter parce que tu te dis, mais en fait, moi, je sais rien faire toute seule. Je ne sais pas prendre mes décisions, je ne sais pas faire des plans sur le futur parce qu'en fait, tu n'as plus le droit de rêver pour toi et tu n'as plus le droit de décider pour toi. Donc, en fait, t'as trop peur de le quitter. Quand j'avais mon anniversaire, je me disais, à cet âge-là, je ne serai plus avec lui. Puis après, je repoussais d'année en année. À cet âge-là, je ne vivrai plus ça. Et encore après, je n'accepterai plus. Et ça a duré quand même. Je vois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui a un double regard et qui nous fait subir des choses depuis trop longtemps, mais qui ne laisse pas de traces. Vous ne verrez pas de coups sur mes fils et vous ne verrez pas de coups. Mais les coups sont bien réels. Pendant très longtemps, on a dit que les violences physiques laissaient beaucoup plus de séquelles finalement que les violences psychologiques. Et toutes les dernières études depuis une vingtaine d'années montrent plutôt le contraire. Et puis, elles peuvent en effet provoquer une atteinte importante à la santé, alors à la santé physique, psychosomatique, mais aussi psychique et sociale, en isolant aussi les victimes de leurs amis, de leur famille d'origine par exemple. Donc il y a des possibilités en effet d'avoir des dépressions, des compensations par rapport à l'utilisation aussi de drogue ou d'alcool, des troubles anxieux, des états de stress post-traumatique complexes qui vont modifier durablement la personnalité des victimes, notamment si les violences psychologiques ont duré pendant des années et des années. Quand on est victime de violences psychologiques, c'est sûr qu'on est plus à risque ensuite d'être à nouveau victime de violences psychologiques ou éventuellement aussi d'être auteur de violences psychologiques. Par rapport aux violences économiques, c'est un peu différent, parce que c'est vrai qu'au niveau des conséquences, il va y avoir aussi des conséquences sur le fait que la personne qui n'a pas les moyens, accès en tout cas à des moyens, ne pourra pas se soigner, ne pourra pas se nourrir convenablement. Je dormais plus seule. J'avais besoin tout le temps d'une présence avec moi. Donc à ce moment-là, les amis que j'ai repris contact ont été là pour moi. Et les médecins m'avaient donné des calmants pour dormir. Mais je refusais de les prendre en fait, parce qu'il fallait que je sois opérationnelle. Voilà, si ma fille, elle pleurait dans la nuit, il fallait que je puisse l'entendre et que je puisse être capable de me lever. Ce qui fait que quand j'étais seule, chez moi, je dormais pas. J'avais pas de télé non plus, parce que j'avais pas l'argent pour en racheter, donc je restais comme ça, avec toutes les lumières allumées, à guetter le moindre petit bruit, et dans le stress et dans la peur. J'étais hyper parano et vu que en fait pendant cette relation il avait absolument le contrôle de tout, j'ai voulu en fait automatiquement reprendre le contrôle et c'était en fait trop. Du coup vu qu'il contrôlait ce que moi je mangeais, et j'ai décidé de perdre énormément de poids et de contrôler absolument tout ce que je mangeais. Et j'ai perdu énormément de poids. Au point en fait où on m'a dit ouais, à part ça on dirait un peu de l'anorexie là ce que tu as. Et c'est souvent des proches extérieurs qui connaissaient la victime avant sa relation qui vont donner l'alerte en disant avant tu étais très différente, tu étais joviale, tu étais sportive, tu avais beaucoup d'amis, tu faisais beaucoup de choses, puis tout d'un coup
ta personnalité s'est modifiée. Et ça, c'est une conséquence justement de ce type de relation d'emprise. Après, pour les témoins de ces violences, je crois que c'est important de pouvoir donner des conseils. Donc, leur rôle, c'est de ne pas tout faire ni ne rien faire, mais voilà, il y a un rôle médian qui est de pouvoir leur donner des conseils, une assistance, un soutien aussi. Alors ça peut être le voisinage, par exemple, ou des amis, ou par Internet, par des messages. Des sites comme Violence Que Faire qui sont accessibles pour essayer de comprendre ce qui se passe, de demander de l'aide, et puis d'aller dans des associations, consulter des unités de soins, etc. Voilà, donc il y a des possibilités d'initier une thérapie, voire une psychothérapie en rapport avec les conséquences de ces violences psychologiques. Le premier stade étant déjà de réaliser. Et puis, dans un deuxième stade, comment prévenir justement de futures relations de ce type, comment se préserver face à d'éventuelles nouvelles personnes qui pourraient être violentes psychologiquement ou autrement, en tout cas. D'être là, pas dans le jugement, parce que tout ce qu'on peut dire, même par la plus grande des bienveillances, c'est-à-dire va-t'en, fuis, quitte-le ou quitte-la, ça peut être dans les deux sens, c'est pas entendu et ça peut même être perçu comme une agression parce qu'on est dans un mode à ce moment-là où on protège aussi l'autre, quoi. Mais d'être là, c'est déjà énorme. On s'en sort. Mais sur le moment, on perd des plumes, bien sûr, parce qu'il faut aussi avoir après confiance pour se lancer dans d'autres relations. Mais on peut vraiment s'en sortir. Si cet épisode vous interpelle quant à votre situation ou celle d'une personne de votre entourage, des professionnels répondent personnellement à vos questions anonymes sur violencequefaire.ch. Un podcast réalisé par Giulia Guglielmetti pour l'association Violence Que Faire, avec la musique Bloom de Pylone.